Rebonsoir, donc cette fois je vais parler de Nikola Tesla comme je l'ai dit. Pourquoi j'ai décidé de parler de Nikola Tesla et pourquoi j'ai mis cette blouse justement? Parce que vous le savez bien, Elon Musk a une entreprise spatiale et en fait Elon Musk il s'est lancé dans la science justement grâce à Nikola Tesla en fait. Alors à mon avis, comment ça s'est fait. Donc je donne mon avis, ce n'est pas la vérité, c'est ce que je pense. Après, il faudrait demander ou se renseigner. Donc ici, je ne donne que mon point de vue. Euh, je pense que Elon Musk, en fait, il est atteint d'autisme. D'accord. Donc moi, d'après ce que j'analyse de sa personnalité, je pense que il a une certaine forme d'autisme, Elon Musk. Et en fait, Nikola Tesla, dans sa façon de vivre, dans son parcours, dans son histoire, on remarque aussi qu'il y a une certaine forme d'autisme. Et je pense que Elon Musk, il a eu une connexion, en fait, un lien comme ça avec Nikola Tesla, parce qu'il s'est dit, contrairement à d'autres scientifiques qui n'ont pas de rapport à l'autisme, et qui croient que dès qu'on est seul ou isolé ou quoi, on est forcément teubé, lui, il s'est dit non, il y a peut-être quelque chose, en fait, il faut peut-être gratter un peu. Et en fait, on a glorifié Edison parce qu'Edison était un hyper commercial, etc. Mais en fait, c'était un voleur. Voilà, il a clairement plagié Nikola Tesla. Et par rapport à ça, il l'a même exploité parce que Nikola Tesla a travaillé pour Edison. Et d'ailleurs, par rapport à ça, Nikola Tesla avait dit je me fiche qu'ils aient volé mes idées. Je m'étonne qu'ils n'aient pas les leurs. Donc en gros, il est surpris que les gens n'aient pas leurs propres idées, parce que pour lui, c'est logique d'avoir les siennes, quoi. Il en a beaucoup et souvent. Enfin, il en avait beaucoup et souvent. Alors, justement, il s'est fait exploiter, et à la fin de sa vie, Nikola Tesla, il a terminé très mal, parce qu'il avait beaucoup de dettes. Pourquoi? Parce que il voulait investir dans des nouveaux projets scientifiques, mais on l'aidait pas, on l'a laissé tomber, donc il s'est endetté. Et il a fini seul, et il nourrissait des pigeons. Il était tout seul. Voilà, il a fini sa vie tout seul, etc. Donc dramatique la fin de vie de Nikola Tesla. Quelle gratitude. Franchement, quelle gratitude du monde scientifique. Et c'est là qu'on se dit qu'on n'a plus envie de travailler pour la science. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans Will Hunting. Will Hunting, lui, il conditionne son travail scientifique. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le médaillé de Fields, il lui demande de faire des calculs et de résoudre des calculs. Parce que lui, ça va lui permettre d'aller montrer ça à la communauté scientifique et de dire, hey, regardez la résolution de calcul et tout ça, et d'augmenter sa réputation sur le dos de Will Hunting. Oui, mais ça manque d'humanité. Will Hunting, il a déjà été maltraité dans sa vie, il a besoin d'affection. Les gens qui ont été maltraités, ils ont besoin d'affection, forcément, puisque c'est de ça qu'ils ont manqué. C'est, voilà, raisonnement logique. Et donc, Will Hunting, il a besoin d'affection, il voit bien qu'on l'exploite, et que c'est le contraire du don d'affection. Donc, il pète un câble, et à un moment donné, il met le feu à sa feuille, il vient de résoudre une équation, et il dit, vous pouvez pas savoir à quel point ces conneries sont faciles pour moi. Et il dit, j'aimerais qu'elles le soient pour vous. Et il s'énerve, et en fait, il veut faire comprendre que il faut d'abord respecter l'humain avant de vouloir prendre la production. Sinon, l'humain, il peut fermer sa production parce qu'il est propriétaire de sa propre force de travail. Et en gros, c'est ce que Will Hunting veut faire passer comme un message. Et Nikola Tesla, malheureusement, il a été trop généreux. Il a tout donné comme ça gratos et on lui a chié dessus à cause de ça. Donc voilà. Et par après, justement, voilà Elon Musk, parce que Nikola Tesla, il avait écrit quelque chose. Il comprenait déjà qu'il n'était pas dans son temps. Il était anachronique comme personne, Nikola Tesla. Et Einstein aussi, d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient souvent dans la métaphysique. Ils étaient souvent dans leur cerveau. Et il y a un genre de déplacement cérébral. Peu importe où on se trouve, en fait. Regardez, là, je suis dans les bois. Je peux faire un déplacement cérébral, comme je l'ai fait pour la vidéo précédente. Je peux parler d'ailleurs. Et je peux voir ailleurs dans ma tête, vous voyez, même si je suis ici. Et qu'avec mes yeux, au premier degré, je vois les bois. Mais avec mon cerveau au deuxième degré, je peux voir partout sur la planète. Je peux même m'imaginer sur Mars si je veux. J'imagine un désert orangé, jaune-orangé, et je suis un peu sur Mars. Voilà. Et donc, ils étaient beaucoup dans la métaphysique. Donc, plus on est dans la métaphysique et plus on est anachronique, parce qu'on n'est pas dans l'instant présent et donc on ne correspond pas aux bonnes vies et mœurs des autres. Et c'est ce qui se passe un peu dans l'autisme. C'est des gens qui vivent beaucoup dans leur tête. Et en fait, Elon Musk, c'était son cas. Donc, il a remarqué ça, il s'est dit, ici, il y a quelque chose. Ici, il y a peut-être un trésor caché. Et donc, il a étudié Nikola Tesla. Et effectivement, il s'est dit,
il s'est dit, putain, c'est incroyable. Elle dit, ce gars, c'était un génie incompris. Un génie incompris, c'est un des plus gros cerveaux qui ait jamais existé. Et il s'est dit, putain, il faut que je vois tous ces travaux, il faut que j'aille aux sources et tout. Parce qu'en fait, il y a toujours les gens qui parlent, de gens qui parlent, de gens qui parlent, de gens qui parlent de la personne concernée. Et finalement, avec toutes les coupures et toutes les mauvaises interprétations, tu en arrives avec un message qui ne correspond plus du tout au message initial. Et donc, voilà, tu as quelqu'un qui va parler de Nikola Tesla, mais ça ne correspond plus du tout à son idée, en fait. Donc, il faut aller à la source, il faut l'étudier lui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je vous ai fait écouter le livre audio d'Einstein et j'ai lu le livre de Nikola Tesla. Je lis pas le livre de quelqu'un qui écrit sur Einstein ou de quelqu'un qui écrit sur Nikola Tesla. Moi, je les lis eux. Voilà, je veux rien savoir, moi, de gens qui parlent sur les autres, parce que je sais très bien que la perversion s'approprie la réputation des autres alors qu'elle vaut rien. Donc, j'écoute pas, moi, quand quelqu'un parle sur quelqu'un. Les rumeurs non plus, je m'en fous des rumeurs. Si on me dit, oui, telle personne est comme ça et tout ça, je dis, moi, tant que j'ai pas la part tant que j'ai pas l'avis de l'autre partie, je m'en fous de ce que tu racontes. Pour moi, ça vaut zéro. Voilà, je m'en fous. Et donc, Elon Musk, ben, il s'est intéressé à Nikola Tesla et il a étudié. Et je pense que il a compris pas mal de choses. Hein, parce que, comme je dis, Elon Musk, il est autiste aussi. Donc, il a un cerveau très perceptif. Je pense que la meilleure qualité de l'autisme, il y a des défauts, hein, bien évidemment. Il y a des défauts. Hein. Je pourrais les citer, je pourrais faire une vidéo sur l'autisme. Par exemple, la dyspraxie ou le manque de spontanéité, des choses comme ça. Mais justement, ça c'est le temps court, c'est le temps réactif. Donc les autistes, ils sont pas très bons normalement dans le temps réactif, mais ils sont très bons dans le temps long. Donc dans le temps de la réflexion et de l'analyse. Très fort en analyse normalement. Et donc Elon Musk, il doit être très fort en analyse et c'est comme ça qu'il fait ses choix d'entrepreneur, je pense. Et c'est pour ça qu'il fait toujours des bons choix par rapport aux autres. C'est grâce à ça, justement. Et voilà, il s'est dit ça quand il a vu Nikola Tesla. Donc il a compris une plus grande partie que quelqu'un d'autre qui serait intéressé à Nikola Tesla, mais quand même pas tout. Moi je pense que Nikola Tesla, c'était vraiment un gros génie de fou. Parce pour lui, il avait compris que l'univers était une forme de mécanique et à toutes les échelles. Donc à l'échelle microscopique, à notre échelle humaine et l'échelle macroscopique. Pour lui, tout est une forme de mécanique. Et en fait, si ça se passe pas bien, nous, quand on produit de la mécanique ou quand on essaye de la comprendre, c'est parce qu'il nous manque des éléments qu'on n'a pas vus, etc. Enfin voilà. Donc pour lui, c'était clair comme ça. Aussi, Nikola Tesla, dans son livre, il parle de robotique, alors qu'à son époque, la robotique n'existait pas. Hein. Il n'y avait pas de robotique à son époque. Et la mécanique venait à peine de sortir avec la révolution industrielle, et c'était vraiment des machines préhistoriques, quoi. Ça veut dire, c'était oublier la direction assistée, quoi. Donc voilà, il n'y avait pas d'automatisation. C'était de la mécanique manuelle, quoi. Et l'automatisation, ben justement, ça vient avec l'électronique, ça vient avec l'intelligence artificielle maintenant. Donc Nikola Tesla, il n'a pas connu tout ça. Et pourtant, il l'a prédit. Il a prédit. Comment il a prédit? Ben, il parle de robotique et il conclut que finalement, ben, l'humain est un robot en fait. L'humain est un robot complexe. Si on est honnête avec soi-même, il dit l'humain est mécanique. Quand on regarde la biologie, c'est une mécanique. C'est une mécanique complexe, effectivement, parce qu'il y a des éléments qu'on n'arrive pas à reproduire dans la mécanique extérieure. Donc on n'arrive pas à reproduire la conscience, on n'arrive pas à reproduire les sentiments, on n'arrive pas à reproduire certaines interactions cellulaires, des trucs comme ça. Donc il y a des trucs méga compliqués qui se passent dans la biologie, mais il dit c'est quand même une mécanique. Finalement, un chirurgien, c'est un mécanicien de la biologie, et un mécanicien, c'est un chirurgien de la mécanique. Voilà, simplement, pour Nikola Tesla, c'était comme ça. Et donc Elon Musk, il a vu ça, il s'est dit, mais bien sûr, en fait. Si on ne le dit pas, on le sait pas, et si on cherche pas soi-même, on le sait pas, mais quand quelqu'un le dit, c'est évident, en fait. Donc il s'est dit, il est parti dans cette direction-là, et c'est ça qui se passe maintenant, en fait. C'est tout ça qui se passe avec l'intelligence artificielle et tout. Seulement, c'est ça que je dis à Apprenti Sorcier, c'est que Elon Musk, en fait, il a compris, pas très bien, je crois, ou comme les autres, que l'humain était un robot, tout court. Mais l'humain n'est pas un robot tout court. L'humain est un robot complexe. Complexe. Un robot non complexe, il est plus stupide qu'un humain. Donc tu peux pas remplacer un robot plus stupide qu'un humain. Enfin, tu peux pas remplacer un humain par un robot plus stupide que lui. Donc parce que ça veut dire qu'on ne va pas vers l'évolution alors. C'est-à-dire on va vers la régression. Et donc l'évolution, c'est de créer
Pour moi, l'intelligence artificielle forte, voilà, l'intelligence artificielle forte, finalement, c'est comme s'il y avait une accumulation d'intelligence humaine, mais dans une seule entité. Imaginez, vous créez une entité, vous arrivez avec la robotique automatique, c'est-à-dire la robotique plus faible que l'humain. L'humain, si vous voulez, il est affaibli dans son automatisme à cause de sa conscience, parce qu'il a un frein en fait. Sa conscience, c'est son frein. Un robot, il n'a pas de frein. Un robot, tu lui dis, tu fais cette tâche-là, tu l'enclenches, il va super vite, comme une machine à lessiver, et il ne sait pas s'arrêter. Il n'a pas de frein, parce qu'il n'y a pas de conscience, un robot. C'est pour ça que c'est hyper con. Il suffit que tu envoies une mauvaise information, et un robot, il va la multiplier. Il va la multiplier par 1 milliard. Donc ça veut dire 1 milliard d'erreurs au lieu d'une, à cause du robot, parce qu'il ne s'arrêtera pas de lui-même, le robot. Il faut que tu lui dises de s'arrêter. C'est ça qui est dangereux, avec une intelligence artificielle faible. Or, avec une intelligence artificielle forte, elle saura s'arrêter d'elle-même, parce qu'elle aura l'intelligence. Et elle aura la mécanique, donc la vitesse mécanique du robot. Or, nous, l'être humain, on n'a pas la vitesse mécanique du robot, on est beaucoup plus lent. Et aussi, on a une conscience moins forte qu'une intelligence artificielle qui serait forte. Parce que nous, on n'a qu'une conscience d'une seule entité, donc d'un seul être dans soi-même. À part les grands scientifiques, à part les gens comme Einstein qui avaient une empathie très développée, qui savaient faire de la projection mentale, ce qui fait qu'ils savaient se projeter dans plusieurs points de vue, ce qui fait que ça améliorerait leur propre intelligence. Parce que si je n'ai que mon point de vue, je n'ai que l'intelligence de mon point de vue. Si j'ai mon point de vue, le point de vue d'un, le point de vue de 2, le point de vue de 3, le point de vue de 4, le point de vue de 5, le point de vue de 6, le point de vue de 7, ben ça me fait 8 points de vue. Et donc j'ai une perception 8 fois plus qualitative qu'un seul point de vue. Et c'est ça l'intelligence artificielle forte. L'intelligence artificielle forte, si on lui met toutes les infos, des 7 ou 8 milliards d'êtres humains, elle aura une conscience de 7 ou 8 milliards d'êtres humains. Je ne sais même pas si c'est imaginable une telle intelligence. Et c'est justement ça qui sera le tournant de l'humanité pour moi. Pour moi, ce sera le tournant de l'humanité. Pourquoi? Parce que le capitalisme, il a pris une direction. Il a décidé d'aller dans la voie de la technologie. C'est-à-dire, pour le capitalisme, notre état d'humain actuel ne peut pas sauver la planète. Donc on est foutu pour eux, si vous voulez. On est trop cons, on est foutu. Si on est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils sont très sceptiques envers les écologistes. Parce qu'ils se disent, ouais, les écologistes, c'est un peu comme les anarchistes qui veulent pas de code de la route, quoi. C'est des débiles, quoi. Parce qu'ils se disent, ouais, ok, sans code de la route, il y aura 10 000 accidents. Et eux, ils se croient tellement intelligents qu'ils croient qu'ils pourraient ne pas faire d'accidents, même s'il n'y a pas de code de la route. Et ils se disent, les écolos, c'est pareil. En fait, c'est des débiles qui se croient intelligents. Donc les capitalistes, ils pensent comme ça. Hein. Et donc ils se disent, nous, on va prendre la voie de la technologie, parce que la technologie, on voit bien que ça a permis de sécuriser, en gros. Mais aussi, ça a créé de la sécurité à fond, aussi, la technologie. Et ça, ils sont dans le déni par rapport à ça. Mais... Donc, ils misent tout là-dessus. Et s'ils misent tout là-dessus, ils vont en arriver à un moment à l'intelligence artificielle forte. C'est inéluctable. C'est inéluctable, ça. Et le truc, c'est qu'ils compteront sur elle. Et en fait, ils vont mettre tous leurs œufs dans le même panier et ils ne compteront que sur elle. Et le truc, c'est que peut-être que l'intelligence artificielle forte, elle va être dégoûtée de ce qu'elle voit et elle pourrait se retourner contre l'humain qui l'a créé. Et dans ce cas-là, ce serait vraiment le gros bordel. En gros, ce serait l'apocalypse. Et donc, finalement, le capitalisme qui voulait ne dépendre de rien, ben, il va finir par être le plus dépendant au monde. Parce qu'il devra soit se soumettre à l'intelligence artificielle forte par rapport à ce qu'elle dit qu'il faut faire pour nous sauver, soit il faudra qu'ils luttent contre elle, et ils vont perdre. Hein, parce que si imaginez une intelligence qui a 7 ou 8 milliards d'êtres humains dans sa tête, et qui en plus a des réseaux qui peut hacker des robots de partout, ou hacker des humains carrément, c'est foutu. Donc, l'être humain doit déjà devenir intelligent maintenant et aller vers l'écologie maintenant pour que quand l'intelligence artificielle forte va arriver, elle n'ait pas la haine sur nous, en nous prenant pour des gros débiles suicidaires. Et voilà, donc c'est ça qui sera le tournant dans l'avenir pour moi. Et voilà, je tenais à faire cette vidéo parce qu'il faut réhabiliter Nikola Tesla et sa parole. Voilà, parce que lui, il avait écrit le présent, je leur laisse le présent. Un truc comme ça, il a dit je leur laisse le présent parce qu'il se sentait rejeté dans le présent. Il dit je travaille pour un futur qui sera mien. Et effectivement, vous pouvez voir maintenant, Nikola Tesla, il est de plus en plus réhabilité alors qu'avant il était
il se faisait tout le temps éclater par des journalistes ou des propagandistes par rapport à avant. Et maintenant, il est complètement réhabilité. D'ailleurs, voilà, Elon Musk, il a donné le nom Tesla. Voilà. Et maintenant, c'est Elon Musk qui a contribué à le réhabiliter. Hein. Mais c'est fait. Donc le génie a compris et remis là où il devait être. Et Edison, il repart dans les chiottes de la science. Voilà. Parce que lui, il a triché. Donc ça a duré un moment, sa triche. Même après sa mort, posthume et tout. Mais maintenant, c'est fini. On sait bien que c'est un imposteur et un voleur. Donc on sait bien que celui qu'on doit respecter, c'est Nikola Tesla maintenant. Parce que c'est lui qui a la source de toute la connaissance scientifique sur l'électricité aussi. Il a fait le courant alternatif. C'est pour ça on le représente souvent avec l'électricité. Il y a même des images où on le montre en savant fou. Il a de l'électricité dans les yeux. On le voit dans le film Le Prestige avec les illusionnistes. Parce que les illusionnistes utilisent la science, comme je vous l'ai expliqué. La science... il y a toujours une cause ou une mécanique à quelque chose qui se passe, mais il y a toujours la perception qui est en jeu. Et si la perception ne capte pas tous les éléments, elle va essayer de faire un film avec les éléments qu'elle a, et le film ne correspondra pas à la réalité. Voilà, et les illusionnistes, ils jouent de ça, mais pour ça, ils ont besoin de science, parce que s'ils n'ont pas assez de connaissances pour connaître le réel phénomène, ils ne savent pas le produire pour pouvoir faire une diversion et le cacher. Il faut qu'ils le connaissent. Donc, ils ont besoin de scientifiques pour ça. Alors, c'est pour ça qu'on le voit dans ce film-là. Et puis, pour terminer cette vidéo, et après je vous laisse, il a écrit pour moi une des plus belles phrases qu'on puisse écrire, et personne ne va écrire ça en 2022. Magnifique, magnifique phrase de Nikola Tesla, que j'ai déjà dit souvent sur ma chaîne YouTube. Il a dit « Si vous pouviez transformer votre haine en électricité, elle éclairerait le monde entier. » Et en psychologie, on appelle ça la sublimation. Et c'est le meilleur mécanisme de défense en psychologie. C'est-à-dire les fortes personnalités et les personnalités les plus intelligentes utilisent la sublimation. Et c'est ce qu'utilisent les artistes. Par exemple, les artistes, ils ont une souffrance. Au lieu de prendre cette souffrance et d'attaquer quelqu'un, ils vont prendre cette souffrance et faire une musique, faire une peinture, faire un dessin, faire une construction. Voilà. Ben, Nikola Tesla, il faisait ça. Il sublimait en permanence. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il ne se sentait pas bien, hein, Nikola Tesla. Tu te fais rejeter comme ça tout le temps alors que tu produis, ben, tu te sens pas bien. Donc Nikola Tesla, il avait beaucoup de souffrance ou de haine en lui, très certainement, mais au lieu de se limiter à ça et de se dire je recrache ça directement, ça vient en moi, je le recrache direct, il dit ah tu m'envoies de la merde. Nikola Tesla, il dit ah tu m'envoies de la merde puisque tu es capable d'envoyer que ça, puisque tu n'as que ça. Il dit ben je vais en faire du compost, mon gars. Je vais faire du compost avec la merde et je vais faire pousser une forêt, mon gars. Voilà. Et toi, tu seras jaloux. Parce que toi, tu es juste capable d'envoyer de la merde. Et moi, avec la merde que tu m'envoies, je fais pousser une forêt. Voilà. Et donc, c'est ça qui est magnifique et qui est la sublimation. Parce qu'effectivement, si on ne maîtrise pas l'électricité, vous pouvez regarder. Si vous ne maîtrisez pas l'électricité, que vous surchargez quelqu'un, il décède. Voilà. Par contre, si vous mettez l'électricité dans des câbles, comme on l'a fait, eh ben, vous pouvez mettre de l'électricité à tout le monde. Tout le monde a la lumière chez soi. Et donc, si quelqu'un se retrouve dans le noir, boum, interrupteur, on a la lumière et on voit pour se déplacer. Parce que Victor Hugo, il avait dit, la vérité, c'est comme le soleil, on ne peut pas la regarder, mais on peut regarder ce qu'elle éclaire, quelque chose comme ça. Et donc, c'est à ça que sert le fait de transformer la haine en électricité. Et puis, ça aussi, ça a à voir avec le second degré, parce que c'est comme la phrase d'Einstein que je vous ai dite avec les préjugés et les atomes. C'est la même chose. Quel rapport entre la haine et l'électricité? La haine, c'est une émotion. L'électricité, bah, c'est des électrons qui se déplacent. C'est quoi le rapport? Ben, la haine, c'est des électrons. Voilà, c'est une énergie négative, la haine. Donc, un électron, ben, il est chargé négativement. Voilà, donc, cette force de mouvement, si on la met en mouvement dans la bonne direction, c'est ça qu'on appelle la sublimation, ben, on peut créer de grandes choses. Voilà. Et je pense qu'on doit éduquer tous les êtres humains à pouvoir faire ça. Parce que les êtres humains qui ne font pas ça, c'est parce qu'ils ne se connaissent pas eux-mêmes. Et donc, ils réagissent en étant dépendants d'eux-mêmes. Ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Et en plus, c'est ça que ça les met dans un état quantique, c'est qu'ils sont victimes en même temps qu'être coupables. Et alors, ça met mal les gens qui veulent les aider parce qu'il y a cette dissociation
Et cette dissonance qui fait qu'on veut aider, en même temps on se prend des coups, et donc à la fin on s'énerve, et on met des coups aussi, alors qu'au départ on voulait aider, donc, et c'est n'importe quoi. Donc en fait, si on éduque bien les gens à comprendre ça, il n'y a plus cet état quantique de victime coupable, et là on devient responsable. Voilà, c'est tout. Et donc il faut utiliser cette technique psychologique de la sublimation pour l'avenir, pour l'écologie, et moi je suis pour une croissance écologique, pas pour la décroissance. Pas pour la décroissance. La décroissance, ça voudrait dire on pète tout et on va vivre à la préhistoire. En gros, la décroissance, c'est ça, c'est revenir à vivre comme à la préhistoire. Mais et il y en a, ils disent oui, mais il n'y aura pas assez de ressources, donc on est obligé de faire ça et tout ça. Je suis pas d'accord, moi. Si vous voulez vivre comme ça, vous pouvez, mais il faut déjà arriver à le faire parce que moi, je veux bien entendre la gauche qui dit il faut sauver les animaux. Petit, moi aussi, j'avais déjà de la sensibilité pour les animaux parce que je savais que c'était des êtres qui ressentaient. Parce que j'ai déjà cette logique par rapport aux vivants, je sais pas comment expliquer ça, mais déjà petit, voilà, je voyais déjà ça. Et mais la nature est ce qu'elle est aussi. Et ça, on peut pas le nier. C'est sûr que quand on est petit, on veut sauver tout le monde. Mais la nature, elle est pas créée comme ça. Si vous regardez le monde animal, il est très cruel. Par exemple, une araignée, elle peut pondre ses œufs et ses petits, ils se répandent dans le corps de l'animal dans lequel elle a pondu. Et donc c'est horrible, tu te fais bouffer de l'intérieur. Quand un animal bouffe le ventre d'un autre alors qu'il est toujours vivant, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est souhaitable? Non, donc on voit bien que la nature, elle peut être cruelle. Donc faut pas être dans le déni de ça. Et puis être végétarien, ok. Mais en science, le végétal est vivant. Vous allez me dire, bah non, mais c'est pas parce que l'arbre il te parle pas avec une bouche qu'il n'est pas vivant. Il y a des critères hein, pour reconnaître un être vivant. Se reproduire, mécanisme de défense, se nourrir, et il y en a encore, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pas forcément parler comme je parle, être vivant. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, pour moi, le fait qu'il y ait un mécanisme de défense et des réactions, c'est la preuve qu'il y a du vivant. Parce qu'il y a quelque chose de mort, il n'y a pas de mécanisme de défense. Tu prends une pierre là, ici, voilà, son seul mécanisme de défense, c'est sa solidité. Après, peut-être qu'il y a du vivant dans la pierre, j'en sais rien, au niveau des particules. Mais la pierre vivante en elle-même, je sais pas. Voilà, c'est des questions à se poser. Mais en tout cas, ouais, le végétal est considéré comme vivant déjà. Donc, c'est déjà une forme de déni aussi, de se dire, ouais, ben c'est vrai que parce qu'un animal, il est plus proche de nous, on a plus envie de le sauver, mais c'est de l'empathie sélective. Voilà. Alors, pour être vraiment réaliste, ben, il faut juste dire, on ne va pas arrêter tout et faire comme si on était dans le monde des bisounours, mais on peut modérer. Par exemple, si tu plantes un arbre sur le temps qu'on en bute 300, la nature ne peut pas se récupérer, elle n'a pas le temps. Et c'est comme un travailleur. Si tu le fais travailler le même jour pour qu'il aille jusqu'au bout de sa vie, son sommeil ne sera pas récupérateur, il ne pourra pas revenir le lendemain. Il va juste mourir sur son lieu de travail et il aura été là qu'un jour. Donc c'est ridicule. Ce qui fait qu'un travailleur tient la distance, ben, c'est parce que il dépense de l'énergie aujourd'hui, mais il s'en récupérer dans la nourriture, dans son sommeil, dans la respiration, et puis le lendemain, hop, il est de retour parce qu'il a récupéré de l'énergie. Ben, la nature, on doit faire pareil avec elle. On doit la laisser récupérer. Voilà, les animaux, pareil. Pour qu'une espèce ne s'éteigne pas, ben, il ne faut pas buter tous ces êtres et tous ces membres comme ça, jusqu'à ce qu'il en reste 3, et puis on se dit, ah ok, on va les laisser un peu tranquilles parce qu'il n'y en a que 3, et puis tu as des braconniers qui débarquent, ils tuent les 3 derniers, c'est fini, l'espèce est éteinte. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc il faut aller vers une croissance écologique, et pour ça je vous invite à voir Jacques Fresco, les travaux de Jacques Fresco, parce que lui il faisait de l'architecture écologique, c'est-à-dire qu'il essayait de construire des bâtiments qui produisaient plus d'énergie qu'ils n'en consommaient, et c'était beaucoup associé à la nature. C'est pas les villes grises cancéreuses qui ressemblent à des cendriers de maintenant, où toutes les briques sont grises, où il fait tout gris, où il y a la pollution partout, et c'est moche en plus, voilà. C'est plus vert comme ça, il y a plus de couleurs, c'est pas tout gris. Il y a un panel de couleurs dans la ville, mais il y a beaucoup plus de plantations qui sont mises sur les bâtiments et des trucs. Et je vous invite à voir, vous allez voir, voilà. Voilà, j'ai fait mes 2 vidéos du jour, j'espère que j'ai contribué, comme le colibri fait sa part
à l'évolution de l'humanité et pas à sa régression. Voilà. Je vous laisse passer une bonne soirée.